Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 4 mars 2026 et notre cher ami et frère Scott Ritter est avec nous. Bon retour parmi nous, Scott. Merci de m'avoir invité. Commençons. Merci d'appuyer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Et Scott, laisse-moi commencer par ce que Pete Hegseth a dit lors de son point de presse aujourd'hui. Voici ce qu'il a déclaré. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec un message clair et sans équivoque au sujet de l'opération Fureur épique. L'Amérique est en train de gagner de manière décisive, dévastatrice et sans pitié. Oui. Quelle est ta compréhension de la personne elle s'adresse? Parle-t-il à la presse, au Parti démocrate, au peuple des États-Unis ou aux habitants de la région, en Asie de l'Ouest? Quel est le public visé? Je ne sais pas. Je pense que tout le monde. Je veux dire, c'est un homme qui... Vous savez, Theodore Roosevelt a dit un jour, « Parle doucement, mais porte un gros bâton. » Pete Hegseth est un homme qui crie fort pour bien faire comprendre à tout le monde que nous avons un gros bâton. Mais vous savez, si on doit sans cesse rappeler à quel point nous sommes grands, puissants et importants, c'est peut-être que nous ne le sommes pas autant qu'on le croit. Donc je pense qu'il y a ici beaucoup de fanfaronnade pour masquer le fait que nous sommes en difficulté en Irak, enfin en Iran. Et il fait de son mieux pour détourner l'attention des gens afin qu'ils n'examinent pas trop en profondeur le fait que l'Iran détient l'initiative stratégique. C'est les États-Unis qui réévaluent leurs plans toutes les 24 heures, pas l'Iran. Et c'est Pete Hegseth qui doit se présenter devant le public et l'estatue de Maurice Meinklang. Oui, Scott. Ces 2 derniers jours, nous avons vu l'Iran attaquer le quartier général, ou du moins les bureaux de la CIA dans la région. Comment vois-tu cette stratégie de la part des Iraniens? Parce qu'ils ont commencé par... Enfin, c'est pas seulement ça. Il y a aussi eu la frappe de drones iraniennes contre un entrepôt de munitions américain en Irak. Comment perçois-tu la manière dont l'Iran agit ici? Ils ne s'en prennent pas seulement à Israël. Ils se concentrent surtout sur la région, le Golfe Persique, les États arabes et les environs de l'Iran. Quelle est la stratégie de leur part? Je pense que la stratégie de l'Iran consiste à expulser définitivement les États-Unis du Moyen-Orient. Ils attaquent des installations militaires, des sites diplomatiques, des centres de renseignement, ainsi que les pays qui les accueillent. Je pense donc que l'Iran est en train de créer les conditions d'une fin de conflit éventuelle, c'est-à-dire que l'Iran cessera ses attaques lorsque ces pays auront chassé les États-Unis de leur territoire. Oui, et aujourd'hui, j'ai parlé avec Leif Marouf, qui est à Beyrouth. Il a dit que le Hezbollah attaque Israël et qu'il a l'impression qu'il n'y a pas de système de défense aérienne, que tout ce qu'ils envoient pénètre en Israël sans aucun problème. Quelle est votre compréhension de la situation et comment voyez-vous les intercepteurs en Israël en ce moment? Eh bien, je veux dire, ce que nous vivons en ce moment est la continuation de la guerre de 12 jours. Nous savons qu'à la fin de cette guerre, ni Israël, ni les États-Unis, ni les deux agissant ensemble, n'avaient trouvé de solution à la menace des missiles balistiques iraniens. Et cela se manifeste aujourd'hui, alors que les Iraniens lancent des attaques qui pénètrent les défenses et infligent de graves dommages aux Israéliens. Nous voyons maintenant le Hezbollah s'impliquer dans ce conflit. J'ignore les détails concernant l'armement utilisé par le Hezbollah ou son niveau de sophistication. Il est très difficile de faire une évaluation, si ce n'est pour souligner que des roquettes du Hezbollah tombent sur le sol israélien,
ce qui implique que les Israéliens ne parviennent pas à se défendre efficacement contre la menace du Hezbollah. J'ai hâte de voir ce qui se passera lorsque Israël entrera dans la mêlée et commencera à tirer ses missiles et ses drones. Je pense que nous assistons à un conflit où des hypothèses ont été faites sur l'efficacité de la défense aérienne, et elles se sont révélées fausses. Cela va nécessiter un réajustement continu des opérations, des plans de guerre, de la part d'Israël, des États-Unis et de leurs alliés arabes du Golfe. L'Iran, en revanche, continue simplement à faire ce qu'il fait, une sorte d'action pré-planifiée de pression à large spectre exercée sur Israël, les États-Unis et la région arabe du Golfe. D'après ce que disent les Iraniens, les deux systèmes THAAD ont été détruits. Les États-Unis acheminent maintenant un système de défense depuis la Corée du Sud. S'agit-il de nouveaux systèmes ou doivent-ils être reconfigurés? Car il ne s'agit pas seulement du système de défense aérienne. Il faut aussi disposer des intercepteurs. Comment percevez-vous cette idée de transférer tout ce qu'ils ont en Corée du Sud et dans d'autres pays vers la région pour défendre Israël, alors que tout le monde dans la région sait que la priorité des États-Unis est de défendre Israël et non les États arabes qui subissent la pression et sont frappés par les missiles iraniens? Eh bien, je veux dire, ce ne sont pas seulement les États arabes du Golfe qui se rendent compte qu'ils jouent les seconds rôles par rapport à Israël. Je pense que l'Ukraine s'en rend compte aussi. Et je pense également que la Corée du Sud, le Japon et Taïwan s'en rendent compte. Vous savez, les États-Unis avaient promulgué une posture géopolitique à travers la doctrine de défense de la sécurité nationale, publiée en novembre 2018, qui évoquait la nécessité d'obtenir une supériorité militaire conventionnelle sur la Chine dans le Pacifique, comme concept fondamental de leur approche des relations avec le reste du monde. Oui, on ne peut pas vraiment parler de supériorité quand l'une des menaces connues de la Chine et celle de la Corée du Nord sont des missiles balistiques. Le système le plus efficace dont disposent les États-Unis pour contrer les missiles balistiques sur le théâtre d'opération est le THAAD. Et maintenant, le THAAD qui avait été déployé en Corée du Sud est en train d'être retiré de Corée du Sud. Imaginez dire cela aux Sud-Coréens, surtout après que les États-Unis ont passé tant de temps à élaborer cette nouvelle alliance tripartite entre la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis, qui comprend des éléments liés à la guerre nucléaire, comme la planification conjointe d'une guerre nucléaire, et ainsi de suite. Le Japon et la Corée du Sud ont donc franchi cette étape dangereuse vers une confrontation nucléaire avec la Corée du Nord, en partant du principe que les États-Unis seraient là pour les soutenir. J'imagine qu'on ne peut plus faire cette supposition désormais. Nous savons désormais que les États-Unis sont prêts à trahir n'importe qui pour Israël. Et en tant qu'Américain, je veux dire, vous savez, j'ai toujours été, pas toujours, mais récemment, surtout depuis le 7 octobre, très critique envers Israël. J'ai dénoncé Israël comme une menace. Mais vous savez, j'ai toujours laissé ouverte la possibilité que ce ne soit peut-être que Netanyahou, que si l'on changeait le gouvernement en Israël, on pourrait peut-être en changer la trajectoire. Et je tends de plus en plus à conclure que ce n'est pas seulement Netanyahou, que c'est Israël dans son ensemble, que la menace la plus dangereuse pour la paix et la sécurité dans le monde aujourd'hui, collectivement, c'est l'État d'Israël. Espérons que les États arabes du Golfe en viennent à cette prise de conscience, qu'ils ont été dupés par les États-Unis, que toute cette affaire des accords d'Abraham n'a jamais eu pour but une relation économique mutuellement bénéfique, mais bien la subordination totale et absolue des États arabes du Golfe à Israël. Les États-Unis ne sont pas là pour assurer la sécurité des États arabes du Golfe.
Ils sont là pour assurer la sécurité d'Israël face aux États arabes du Golfe. Et maintenant que l'Iran a essentiellement mis à nu ce mensonge, il est impératif que les États arabes du Golfe agissent en conséquence. Et je pense que ça fait partie de la stratégie iranienne. En détruisant l'infrastructure militaire américaine, pour que l'Amérique puisse revenir, elle devra reconstruire cette infrastructure. Et cela exigera un investissement important de la part des États arabes du Golfe hôte. Espérons que ces États arabes du Golfe diront « Non, nous n'avons aucun intérêt à reconstruire. Restez dehors, partez, ne revenez pas ». Et maintenant que la CIA retire ses actifs de la région, elle non plus ne devrait pas être autorisée à y revenir. C'est simplement un constat. Le Moyen-Orient a été infecté par un cancer, qui est la posture américano-israélienne. Et ce cancer doit être excisé. Je pense que c'est ce que l'Iran est en train de faire. Et même si j'aime mon pays et tout ce qui va avec, il faut appeler un chat un chat. En ce moment, les États-Unis facilitent le génocide qu'Israël a commis contre les Palestiniens, ont facilité le massacre de civils libanais par le bombardement de Beyrouth et facilitent maintenant une attaque de type génocidaire contre l'Iran menée par Israël. Regardez ce qu'Israël fait à Téhéran. Ils sont en train de transformer Téhéran en Gaza, et ils en sont fiers. Ils s'en vantent. Nous avons donc vu le mal. Nous savons à quoi ressemble le mal. Et il est temps que le monde travaille collectivement à éradiquer ce mal. Pour affaiblir Israël, il faut amener les États-Unis à abandonner leur posture agressive, à la fois géopolitique et militaire, au Moyen-Orient. Il ne s'agit pas seulement des démocrates. Des républicains prennent la parole, discutent et essaient de plaider contre Donald Trump et ce qu'il fait. Voici ce que Marjorie Taylor Greene a déclaré dans l'émission de Megyn Kelly. Trump a déclaré à plusieurs reprises, devant la caméra et lors d'interviews, qu'il ne pensait pas aller au paradis. Eh bien, je veux poser une question sérieuse. Qu'a-t-il en tête? Quel est son état d'esprit? S'il ne pense pas aller au paradis et qu'il est un homme vers la fin, il est dans le dernier quart, proche de la fin de sa vie. Comment cela se répercute-t-il sur le reste d'entre nous lorsque nous avons un président des États-Unis convaincu qu'il n'ira pas au paradis? Qu'est-ce que cela signifie pour sa prise de décision? Il a déjà dit aujourd'hui au New York Post qu'il se moquait des sondages, qu'il se moquait de ce que pensent les Américains et qu'il pourrait envoyer des troupes sur le terrain. Il pensait que, c'était censé être une guerre de quelques jours, et maintenant ça va durer peut-être 4 semaines ou plus. Je veux demander, qu'est-il arrivé à l'homme que j'ai soutenu, que tu as soutenu? L'homme qui a dénoncé ce qui s'est passé en Irak. Celui qui disait plus de guerres étrangères, plus de changements de régime, qu'il avait promis pendant la campagne. J.D. Vance l'avait promis. Tulsi Gabbard l'avait promis. Ils l'avaient tous promis. Et voilà qu'1 an s'est écoulé. 1 an. Et nous sommes dans une autre putain de guerre, avec des soldats américains qui se font tuer. Je pense qu'il est temps pour l'Amérique d'arracher le pansement et qu'on ait une vraie conversation sur ce qui se passe dans ce pays, pour qui diable ces décisions sont prises et qui les prend. Je pense que beaucoup de gens parlent ainsi, et ils sont en colère contre Donald Trump. Je sais que vous faisiez partie de la même campagne. Vous pensiez que Donald Trump pouvait apporter une certaine forme de changement à la politique étrangère des États-Unis. Alors, quelle est votre réponse à la question que posait Marjorie Taylor Greene? Eh bien, nous savons ce qui se passe. Donald Trump a complètement vendu les intérêts américains à l'État d'Israël, à 100%. C'est Benjamin Netanyahou qui tire les ficelles. Le levier qu'il peut ou non avoir sur Donald Trump est sans importance à ce stade. Nous devons simplement faire face aux conséquences.
Mais cela ne devrait surprendre personne. Même pendant la campagne, nous avons vu à quel point Donald Trump s'est soumis servilement au camp pro-israélien. Vous savez, accepter tout cet argent de Miriam Adelson aurait dû être un signal d'alarme pour tout le monde. Puis il a nommé des sionistes déclarés dans tout son cabinet et à des postes de pouvoir, des personnes que nous avons tous vues. Vous savez, lorsque Tulsi Gabbard a essayé de nommer comme adjointe quelqu'un qui remettait en question certains aspects de la domination d'Israël, cette personne a été écartée. Il n'avait pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de remettre en question Israël. On n'a même pas le droit de laisser entendre qu'il y a un problème avec Israël. Il faut être complètement subordonné à Israël. Et c'est bien là le problème. Encore une fois, je le dis en tant qu'Américain, la principale menace pour la sécurité nationale des États-Unis, c'est l'État d'Israël, tout simplement. Et nous devons l'éliminer. Marjorie Taylor Greene doit commencer à appeler les choses par leur nom. Ce n'est pas de l'antisémitisme que de dénoncer des menaces. Nous ne condamnons pas la foi juive. Nous condamnons cette entité sioniste perverse qui s'est approprié un titre biblique afin de corrompre l'Amérique, de corrompre la démocratie, de corrompre la région et de corrompre le monde. Israël n'apporte rien de positif sur la scène internationale. Israël est un parasite pour la communauté mondiale. Il existe pour aspirer le sang du monde uniquement à son propre profit. Et tant que nous ne l'appellerons pas ainsi, si nous continuons à prétendre qu'Israël a une légitimité dans le monde d'aujourd'hui, nous ne faisons que permettre à cette activité de se poursuivre. Car au moment où l'on légitime l'État d'Israël, on légitime son gouvernement, on légitime ses programmes. Si Israël est légitime, le gouvernement l'est aussi. Et donc, vous savez, il y a une limite à l'indignation, à la colère et à l'angoisse que nous pouvons éprouver face au recrutement de Jonathan Pollard, un analyste naval américain qui a trahi son pays de la pire manière possible. Il a livré des volumes entiers sur la collecte SIENT américaine. Il nous a coûté des milliards de dollars pour rassembler ces informations. Une grande partie concernait des éléments très sensibles, y compris les plans de guerre nucléaire des États-Unis. Et la manière dont nous recueillons ces informations, une partie l'a été par des moyens clandestins qui pouvaient mettre en danger non seulement des capacités, mais aussi des personnes. Vous savez, des gens courageux risquaient leur vie, des personnes qui agissaient pour leur nation. Jonathan Pollard a trahi cela au profit d'Israël. Puis, Israël a ensuite revendu ces informations pour faire sortir des Juifs de l'ex-Union soviétique. Donc, vous voyez, l'idée qu'il faisait cela pour Israël est tout simplement absurde. Il le faisait dans le cadre d'une entreprise, disons sioniste mondiale, nuisible non seulement à la sécurité américaine, mais aussi à la paix et à la sécurité mondiale. Il faut le dénoncer. Si vous ne le dénoncez pas aujourd'hui, honte à vous, car nous savons ce qui se passe. Nous n'avons simplement pas le droit de le dire. Mais il est temps de le dire clairement. Et cela inclut de dénoncer les États arabes du Golfe. Je veux dire, quand les populations des États arabes du Golfe vont-elles se rendre compte que leurs monarchies les ont trahis au profit de l'État d'Israël, qu'elles sont devenues complètement subordonnées à la volonté d'Israël? Mon Dieu, le peuple palestinien subit un génocide et les États arabes du Golfe restent silencieux. Nous savons maintenant pourquoi. Parce qu'ils sont activement complices du gouvernement israélien dans la mise en œuvre de ce génocide. Et maintenant, ils transfèrent ce comportement génocidaire à d'autres populations arabes au Liban et désormais à la population iranienne. Il faut simplement le dénoncer. Et s'ils ne peuvent pas le faire, alors ils doivent être écartés. Donc oui, j'encourage activement les populations des monarchies arabes du Golfe à se soulever et à renverser leur régime corrompu parce qu'ils ne vous servent pas. Ils vous ont abandonné, tout comme les États-Unis les ont abandonnés. Peut-être que la lumière s'est éteinte
et qu'ils réalisent alors qu'ils sont là à supplier pour obtenir davantage d'intercepteurs que nous ne leur donnons pas, parce que nous les réservons soit à nos forces protégeant Israël, soit directement à Israël. Que toutes les promesses que nous avons faites au cours des dernières décennies, selon lesquelles nous serions le bouclier de sécurité depuis la doctrine Carter de 1969, étaient creuses. Nous serions le bouclier qui vous protège. Nous n'allons pas vous protéger. Nous vous abandonnons. Et quand tout sera terminé, nous voudrons que vous gardiez vos portes ouvertes pour que nous puissions revenir et nous réaffirmer. Cela ne doit pas être permis. Mais, vous savez, espérons que le peuple se soulève. Nous voyons à Bahreïn des signes de changement de régime, car la majorité chiite commence non seulement à affronter la famille Khalifa corrompue, mais aussi à se confronter violemment aux forces de sécurité du CCG, dirigées par l'Arabie saoudite, venues pour maintenir Khalifa au pouvoir. Renverser Khalifa, et Bahreïn deviendra un État révolutionnaire. Ensuite, observez ce qui se passe dans l'est de l'Arabie saoudite, où vit la majorité chiite, et comment les Saoudiens déplacent leurs forces pour faire face à cela. Regardez ce que fait Ansar Allah. Parce que, vous savez, Ansar Allah met les Saoudiens en difficulté depuis plusieurs années déjà, et ils ont aussi mis les Émiratis en difficulté pendant plusieurs années. Et si l'on retirait les chaînes et qu'on laissait Ansar Allah se déchaîner, il détruirait l'infrastructure énergétique des deux nations et il réoccuperait physiquement des territoires actuellement considérés comme saoudiens, mais historiquement yéménites. Il les reconquérait. Et espérons-le, nous pourrions voir Ansar Allah défiler dans les rues de Riyad pour renverser la famille Al-Saoud et la traîner derrière eux. De la même manière que la famille hachémite fut traînée dans les rues de Bagdad lorsque les baassistes se sont soulevés et les ont chassés du pouvoir. Nous avons besoin de ce genre de purification au Moyen-Orient. Ces monarchies corrompues gouvernent depuis trop longtemps. Elles ne sont qu'un résidu de l'ancien colonialisme britannique, puis les États-Unis ont pris le relais, guidant leur continuation néocoloniale. Et ils ont trahi leur peuple. Ces gens ne défendent rien. Ils ne sont pas très religieux, parce que vous savez, dès qu'ils quittent leur pays et montent dans un avion, dès qu'ils sortent de l'espace aérien, l'alcool apparaît. Les femmes s'habillent selon les standards occidentaux. Elles vont à Paris, elles vont à Londres, et elles se comportent de manière ostentatoire, ce qui est très bien si l'on est quelqu'un de l'Occident ayant adopté ce mode de vie. Mais si l'on prétend être une personne pieuse, craignant Dieu, et que l'on fait de cela le pilier de son image dans son pays, pour qu'ensuite les gens voient qu'une fois à l'étranger on se comporte différemment, on n'est qu'un hypocrite. Et c'est la réalité des États arabes du Golfe. C'est 100% d'hypocrisie, 100% du temps. Et cette hypocrisie leur revient aujourd'hui en pleine figure. Quelle est leur puissance militaire s'ils décident de rejoindre les États-Unis? Parce que beaucoup de gens dans le Golfe Persique disent « Nous commençons à nous énerver, nous allons… » J'espère qu'ils se mettront vraiment en colère. J'espère qu'ils taperont du pied et deviendront tout rouges de colère. L'Arabie saoudite essaie de vaincre Ansar Allah depuis 2014 et elle n'y est pas parvenue. Ansar Allah. Les Émirats arabes unis se sont joints à l'Arabie saoudite pour tenter de vaincre Ansar Allah depuis peut-être 2015. Ils n'y sont pas parvenus. Ils n'y arrivent pas. L'armée des Émirats arabes unis est composée à 85% de mercenaires. Donc je veux dire, quoi? Vous allez me dire que les Émirats arabes unis vont se battre pour le Pakistan. Le Pakistan, principalement. Ils viennent du Pakistan, de l'Inde, du Bangladesh. Le fait est qu'ils ne sont pas citoyens émiratis. Les citoyens émiratis sont gros, pâles, avec des mains douces, une peau douce, efféminés, parce qu'ils ne savent pas se battre, parce qu'ils ne veulent pas se battre.
Ils laissent les autres se battre à leur place. Je veux dire, on peut trouver quelques princes gâtés qui ont le style de vie. Ils vont à la salle de sport, ils courent, ils ont des traits sculptés, mais mets-les sur un ring face à un gamin du Bronx et il les écrasera dans la poussière. Parce que ce gamin du Bronx sait encaisser les coups. Il en prend depuis toujours. Mais ces Émiratis fragiles, eux, ne savent pas encaisser. Car dès que quelqu'un les menace, ils claquent des doigts et leur garde du corps pakistanais accourt pour réduire la personne en bouillie. Voilà la réalité de ces Arabes du Golfe. Pas un seul d'entre eux n'atteint le moindre degré de virilité. Ils se cachent derrière l'argent. L'argent, toujours l'argent. Ils achètent leur sortie de tout. J'ai dit cela au major général Matt Caulfield en août, je crois, en 1990. On m'avait retiré de l'école de guerre amphibie pour m'envoyer dans une cellule de planification spéciale que le commandement du corps des marines mettait sur pied pour planifier des opérations amphibies. Matt Caulfield voulait me parler parce que j'étais capitaine et que j'allais rejoindre un groupe de colonels et que j'avais été recommandé par certaines personnes. Il s'est dit, je dois comprendre pourquoi il recommande un capitaine. Qu'est-ce qu'un capitaine peut bien savoir? Alors il a commencé à m'interroger. Et à la fin, il m'a demandé, en quoi croyez-vous? J'ai dit, nous combattons les mauvais Arabes. Il a répondu, les Irakiens sont travailleurs. Je veux dire, quand tu veux creuser un fossé en Irak, les Irakiens creusent le fossé. Quand tu veux que quelque chose soit fait, ce sont les Irakiens qui le font. Tu vas au Koweït et ils sous-traitent parce qu'ils sont juste des gens gras, riches et pervers. Nous combattons les mauvais Arabes. Nous devrions combattre les Koweïtiens. Nous combattons les Saoudiens. Et il m'a dit, pourquoi est-ce que je te veux sur ce projet? J'ai répondu, eh bien, tu m'as posé une question. Je t'ai donné la réponse. Mais si tu m'ordonnes de planifier une opération militaire, je planifierai cette opération militaire. C'est mon travail, c'est mon devoir. Mais mon devoir n'est pas de te passer de la pommade. Mon devoir est de répondre honnêtement et avec précision à la question que vous me posez. J'ai donné cette réponse. Et donc, j'ai planifié une guerre contre l'Irak, sachant tout le temps que nous combattions les mauvais Arabes, car les Irakiens ressemblent bien plus à de vrais hommes que n'importe quel État arabe du Golfe ne le sera jamais. Les États arabes du Golfe ne savent pas se battre, ne veulent pas se battre, ne se battront pas. Ils sous-traitent cela. J'étais dans un hôtel à Riyad avant le début de la guerre. Nous y prenions nos repas. Nous travaillions dans le bunker du bâtiment du ministère de la Défense. Donc nous traversions la rue. Je crois que c'était un hôtel Sheraton. Il y avait un beau buffet. Nous y allions et les Saoudiens payaient tout parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et donc nous étions assis là. Et je venais de passer la journée à examiner des listes de cibles et toutes ces informations sur le conflit que nous nous apprêtions à mener pour libérer le Koweït de l'occupation irakienne. Au même buffet se trouvaient plusieurs princes koweïtiens qui avaient fui Koweït City et se réfugiaient désormais en Arabie Saoudite. Nous les avons entendus parler à leurs hôtes saoudiens. Ils disaient, « Vous savez, ces Américains sont nos mercenaires. Nous les payons pour venir ici et nous libérer. » Et le lieutenant-colonel avec qui j'étais m'a essentiellement ordonné de quitter la pièce, car il a vu que j'étais sur le point de me lever, d'aller là-bas et de passer à tabac ce Koweïtien, de le réduire en miettes. Je ne suis le mercenaire de personne. Je ne reçois d'ordre que de ma chaîne de commandement légitime. C'était profondément insultant. Mais le problème, c'est que c'est leur état d'esprit. C'est ainsi qu'ils voient tout. Ils ne considèrent personne comme leur égal, ni comme un partenaire. Pour eux, vous êtes un serviteur payé. Lorsqu'ils sortent leur portefeuille, qu'ils posent de l'argent sur la table et que vous acceptez cet argent, ils pensent qu'ils vous possèdent. Et en fait, c'est le cas. Sauf qu'ils découvrent maintenant
qu'ils se sont fait berner depuis le début. Nous les avons laissés nous offrir des déjeuners gratuits, des chambres d'hôtel gratuites, toutes sortes d'avantages, et ils achètent nos produits. Mais au bout du compte, tout ce à quoi ils servent, c'est à faciliter les ambitions de leurs maîtres israéliens pour promouvoir le grand Israël. Que pensez-vous des accords d'Abraham? Il ne s'agit pas d'un renforcement collectif par le développement économique. Il ne s'agit pas de relations mutuellement bénéfiques. Il s'agit des Arabes qui se subordonnent à un grand Israël, à 100%. C'est uniquement cela. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que ces dirigeants pervers, gras, pâles, efféminés, non-hommes de ces nations ont fait. Et je vais le dire, j'en ai simplement assez. Nous devons commencer à le dénoncer. On ne peut pas résoudre un problème sans le définir correctement. Donc, si nous continuons à prétendre que l'Arabie saoudite est une puissance militaire alors qu'elle ne l'est pas, Ansar Allah peut vaincre les Saouds. Et je prie pour qu'il le fasse. Si Ansar Allah m'écoute, marchez sur Riyad. Faites-le. Faites-le. Débarrassez-vous de cette ridicule famille al-Saoud qui n'est arrivée au pouvoir que parce qu'une bande de Wahhabites courait sur des chameaux et intimidait d'autres tribus bédouines dans les années 1920 et 1930. C'est tout. Il n'y a aucune légitimité ici. Il n'y a aucun mandat divin. Ils se trouvaient simplement être une tribu avec de meilleurs conducteurs de chameaux que les autres. C'est la même chose pour le reste. Vous savez, les Émirats. Les Britanniques les ont installés. Les Britanniques ont tout mis en place. C'est un héritage colonial. Il n'y a aucune légitimité. Ils n'ont aucun mandat du peuple. Il n'y a pas de démocratie. Et ensuite, ils ont eu de la chance, parce qu'ils se sont retrouvés assis sur une réserve de pétrole et de gaz qui les a rendus plus riches qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Mais l'argent n'apporte pas la légitimité. L'argent les rend simplement riches. La légitimité doit venir du fait de défendre quelque chose. Défendre quelque chose. Ils ne défendent pas la démocratie. Ils ne défendent pas la liberté. Ils ne défendent pas la justice. Ils sont simplement riches. C'est ça. Ils croyaient pouvoir s'asseoir là et utiliser leur contrôle sur les États-Unis pour contrôler l'Iran. Mais il s'est avéré que ce sont les États-Unis qui les contrôlaient, les utilisant au profit d'Israël. Et cette vérité est maintenant révélée. Cette vérité a été exposée en pleine lumière par l'Iran. C'est l'un des plus grands cadeaux que l'Iran ait offert à la région et au monde. En portant tout à son paroxysme. Tout à son paroxysme. Le monde va désormais pouvoir voir quel genre de pays est l'Iran. Il verra le soutien que le peuple iranien apporte à son pays, et il verra aussi que les États-Unis utilisent les États arabes du Golfe au profit d'Israël depuis des décennies. Et ils verront quels sont les véritables plans d'Israël, qu'Israël n'est rien d'autre qu'un État génocidaire enfermé dans un minuscule morceau de territoire, enveloppé de références bibliques dénuées de sens. Je veux dire, jetez la Bible, et que vous reste-t-il? Rien. C'est donc la Bible que ces sionistes exploitent pour prétendre qu'ils ont une légitimité, qu'ils sont le peuple élu de Dieu, que d'une certaine manière, l'Israël d'aujourd'hui fait partie d'un héritage vieux de 3000 ans. C'est ce que, bien sûr, croient les sionistes chrétiens, Mike Huckabee, Ted Cruz et d'autres. Et nous mettons en lumière la perversion de leurs pensées, l'illégitimité de leur raisonnement. Cette guerre, à bien des égards, est donc un moment de clarification. C'est un moment tragique. Et j'aurais préféré qu'on n'en arrive pas là. Mais maintenant que c'est le cas, autant assumer toutes les conséquences et dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas le moment de se retenir. Ce n'est pas le moment de continuer à dissimuler la vérité. Il est temps d'être brutalement honnête sur tout. Si vous êtes là dehors et que vous voulez être pro-Israël, dites-le, reconnaissez-le. Soyez honnête à ce sujet. Soyez honnête. Parce que les gens en ont assez des mensonges. Ils en ont assez des mensonges. Il est temps que nous ayons la vérité.
Et si l'Amérique veut vraiment être une nation qui a renoncé à son statut de république constitutionnelle, qui veut fonctionner comme rien de plus qu'un troupeau de moutons sous un culte de la personnalité au service des intérêts du grand Israël. Très bien. Très bien. Mais qu'on soit honnête à ce sujet. Nous avons une élection qui approche. Dites au peuple américain que c'est pour cela qu'il vote. Quand vous votez pour moi, Donald Trump, ou pour mon parti, ce pourquoi vous votez, c'est pour le grand Israël. Nous ne le cachons pas, c'est là. Nous votons pour le grand Israël, pas pour la Constitution. Vous votez pour me donner le pouvoir, à moi, un culte de la personnalité. Je continuerai à rebaptiser des bâtiments à mon nom. Je continuerai à déployer des banderoles avec mon visage. Je continuerai à faire en sorte que tout tourne autour de moi, Donald Trump. Si vous ne pouvez pas voir en tant qu'Américain ce qui se passe, quel autre président en exercice a agi avec un tel degré d'hubris et d'arrogance narcissique? Aucun. Aucun. L'Amérique est infectée par une maladie, un mal qui détruit ce que nous sommes. Et ce que nous faisons dans le monde aujourd'hui ne fait que faciliter le déclin de notre nation. Nous devons redimensionner notre rôle. Il faut comprendre que nous ne sommes plus la seule superpuissance restante, que le monde n'est pas destiné à perpétuer l'hégémonie américaine. Cela ne veut pas dire que l'Amérique disparaît pour autant. Nous devons simplement nous ajuster à l'échelle appropriée. Celle que nous devrions avoir en tant que nation de 340 millions d'habitants avec les ressources naturelles dont nous disposons. Mais cela signifie que nous devons apprendre à vivre, vous savez, en égaux avec la Russie, la Chine, l'Inde et d'autres. Mais nous ne savons pas vivre en égaux. Nous sommes le peuple le plus arrogant de la planète, à part les Israéliens, et nous nous sommes subordonnés aux Israéliens. Voilà où nous en sommes. Scott, aujourd'hui, on a demandé à Pete Hegseth s'il comptait déployer des troupes au sol en Iran, et ils n'ont pas répondu à la question. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas y répondre. C'est l'une des principales questions que se posent actuellement nos auditeurs. Ils veulent connaître ton point de vue à ce sujet. L'autre point, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs concernant l'envoi de groupes syriens de l'État islamique et de Kurdes qui iraient sur le terrain. Quelle est ta compréhension de ce genre de rumeurs et de l'idée selon laquelle ils pensent pouvoir déployer des troupes au sol? Il ne semble pas que l'administration Trump soit disposée à le faire. Eh bien, tu te souviens que je t'ai dit qu'on m'avait retiré de l'école de guerre amphibie pour rejoindre une équipe de planification auprès du commandant du corps des marines afin de planifier des opérations amphibies. C'était en septembre 1990. Les États-Unis étaient en train de déployer plus de 700 000 soldats dans la région pour mener une guerre contre l'Irak, dont des centaines de milliers de troupes de combat au sol, l'équivalent de plusieurs divisions. À l'époque, nous étions préparés pour ce genre d'opération, tu sais, parce que d'abord nous avions tout un ensemble de forces en Europe et nous pouvions transférer un corps entier vers le Moyen-Orient. Le corps des marines disposait d'équipements embarqués sur des navires, de quoi équiper plusieurs brigades, soit à peu près l'équivalent d'une division, voire plus. Et nous pouvions prendre ces navires, les décharger dans les ports, puis faire venir les marines par avion. Ils rejoindraient leur équipement et nous pourrions poursuivre l'opération. C'était pendant la guerre froide, à une époque où nous étions prêts à déplacer des centaines de milliers de soldats à tout moment. En fait, toute l'option de renforcement de l'Allemagne reposait sur l'idée que nous aurions 300 000 soldats en Allemagne de l'Ouest et qu'en 10 jours, nous pourrions les renforcer avec 250 000 autres. Nous étions donc équipés, nous étions prêts à déplacer 250 000 soldats en 10 jours. Aujourd'hui, si nous voulons envoyer une brigade lourde en Europe dans le cadre du renforcement tournant des forces,
il faut un préavis de 6 mois pour préparer cette unité au déploiement. Ils doivent accomplir toutes sortes de démarches pour se préparer à partir. Ensuite, ils doivent réellement charger leur matériel sur des trains, l'acheminer jusqu'au navire, le charger à bord, traverser la mer et le décharger, et cela dans un port ami. Ils déchargent au port de Hambourg. Maintenant, imaginez que nous prenions cette même brigade et que nous l'envoyions en Iran. Eh bien, il faudra 6 mois pour les préparer. S'ils veulent accélérer le processus, bon courage car ils ne sont pas prêts. Mais maintenant, ils montent à bord de leur navire et commencent à se déplacer. Dans quel port vont-ils décharger? Rappelez-vous, nous parlons de l'Iran. Avec l'Irak, nous avons pu décharger au Koweït et en Arabie Saoudite, puis déplacer nos forces, les concentrer, les déployer le long de la ligne de contact et mener une guerre terrestre. Comment allons-nous faire cela? Allons-nous débarquer en Arabie Saoudite? Les Saoudiens sont-ils prêts à voir des centaines de milliers d'Américains débarquer dans les provinces occidentales, près de la Mecque et de Médine? Et ensuite, comment allons-nous les déplacer et les positionner au Koweït? Parce que nous ne pouvons plus les amener directement au Koweït. Le détroit d'Ormuz est fermé. Les navires seront coulés en approchant. Dès que nous commencerons le déchargement, les missiles iraniens frapperont le port, détruisant les navires, tuant les troupes, anéantissant la logistique. Donc, nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas non plus les faire venir par avion, car tous les aérodromes sont sous attaque. Et une fois qu'ils sont descendus de l'avion, où les mettons-nous? Dans un immense camp qui dirait « Faites-moi exploser ». Non. Nous avons donc 2 options. Débarquer dans l'ouest de l'Arabie Saoudite ou débarquer en Jordanie, traverser Israël, constituer une force en Jordanie, puis avancer en Irak. Logistiquement, ce serait un cauchemar, mais nous pourrions le faire. Avancer jusqu'à la frontière irako-iranienne, où il nous faudrait ensuite la franchir. As-tu regardé une carte de l'Iran? As-tu vu les chaînes de montagnes qui séparent l'Iran et l'Irak de, disons, Téhéran, le siège du pouvoir, ou de n'importe quelle autre région? Ce n'est pas une plaine plate que nous pourrions simplement traverser en voiture comme en Allemagne pour y entrer directement. Nous devrions passer par un terrain montagneux où les Iraniens se préparent depuis des décennies à nous accueillir, nous détruire et nous anéantir. Voilà donc une option. Il nous faudrait de 9 mois à 1 an et demi pour rassembler les forces capables de mener une telle opération. Ou bien nous pourrions dire au corps des marines, « Vous devez vous emparer d'un port ». Nous nous entraînions autrefois pour cela. En 1985, j'ai en fait contribué à rédiger le plan pour la prise de Chabahar et de Bandar Abbas. Je connaissais intimement les renseignements dont nous disposions à l'époque, ce qu'il nous faudrait faire, comment nous déplacerions nos forces. Mais à ce moment-là, le corps des marines était organisé pour ce genre d'opération. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Comment faire? Enfin, vous voyez, il nous faudrait utiliser au moins 3 brigades pour l'assaut initial. Comment embarquer 3 brigades sur les navires? Je ne pense plus que nous en soyons capables. Mais si nous le pouvions, comment les approcher des côtes iraniennes sans être coulés? C'est le problème que le général Berger a constaté lorsqu'il a pris le commandement il y a quelques années. Il a dit « Nous ne pouvons pas remplir notre mission parce que nous restons attachés à des opérations amphibies héritées du passé, qui mettent 1 millier de marines sur un grand navire. » Pour faire débarquer ces marines du navire, il faut l'approcher de la côte. Et à ce moment-là, il se fait couler. Alors, comment fait-on? Avec tout le respect que je dois à Pete Hegseth, il ne sait tout simplement pas de quoi il parle. Franchement, c'est du délire, complètement insensé. Nous passons donc au plan B, où les paramilitaires de la CIA rejoignent les opérations spéciales et les forces spéciales pour collaborer avec des forces locales afin de créer des groupes supplétifs, des milices, des mouvements de résistance et ainsi de suite.
Nous savons que certains existent déjà. Nous avons l'armée de libération du Baloutchistan, basée au Pakistan. La CIA a une longue histoire de collaboration avec eux. Nous avons les Kurdes. Nous travaillons avec eux depuis toujours. Nous avons aussi des Azéris qui pourraient intervenir. Alors, je pense que vous connaissez les Alors, un peu dans la région kurde, mais distincte des Kurdes. Nous avons les Arabes Hafaz. Nous avons les Moudjahidines du PEC. Ils sont toujours dans le paysage. Même si je ne pense pas que le peuple iranien se soulèvera pour se rallier au Mecque, ils sont très doués pour être utilisés afin de saboter, faire exploser et détruire des choses. Et nous avons les monarchistes qui peuvent toujours brandir un drapeau, crier « Mort à Khamenei » puis s'enfuir. Alors maintenant, apparemment, la décision a été prise d'armer les Kurdes. Je ne sais pas. Connaissez-vous l'histoire kurde? Ce n'est jamais une bonne idée d'armer les Kurdes, car deux choses se produisent toujours. Les Kurdes perdent, puis ils sont trahis et abandonnés. Mais l'autre chose, c'est que oui, nous pouvons entrer dans le nord de l'Irak et mobiliser les Kurdes qui s'y trouvent. Que va faire la Turquie? Rester là et dire « c'est une bonne idée ». Pourquoi ne pas exciter les Kurdes en leur faisant croire qu'il va y avoir un Kurdistan libre et indépendant? Parce que cela ne se retourne jamais contre la Turquie. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas déjà une part importante du territoire que les Kurdes revendiquent aussi. C'est pour cela que la Turquie est intervenue si brutalement, à la fois dans le nord de l'Irak et en Syrie, pour écraser toute idée d'un Kurdistan libre et indépendant. Donc la Turquie ne va pas laisser les États-Unis venir armer 10 ou 20 000 Kurdes et dire « marchez et prenez le pouvoir ». Cela n'arrivera tout simplement pas. Pendant ce temps, je pense que les Iraniens ont déjà pris les choses en main et qu'ils lancent des frappes préventives sur Souleymaniye et d'autres zones, démantelant ces groupes kurdes au fur et à mesure qu'ils se renforcent. Mais encore une fois, les Kurdes vont simplement se retrouver lésés. Je ne voudrais pas être kurde, parce qu'ils vont encore être utilisés, maltraités et massacrés. En gros, nous n'avons aucune option. Aucune. Si la CIA, Exet et tous les autres s'étaient assis avec de vrais experts et avaient organisé une table ronde, ils auraient su cela dès le départ, s'ils avaient consulté de vrais spécialistes de l'Iran. Tu sais, c'est drôle. Certains des grands conseillers là-bas sont des types qui ont servi dans la Task Force 17. Ouh, GSOC, mon vieux. Gros muscles. Et ils ont des tatouages. Ils sont vraiment doués pour sauter d'hélicoptères, foncer dans des bâtiments et tuer des gens. Soit. Hourra, Delta. Mais ils étaient censés mener cette guerre secrète contre la force Al-Quds, Qassem Soleimani, en Irak et tout ça. Donc, on a ces costauds au cou épais, dont certains sont assez intelligents pour avoir appris le farsi, et ils ont participé à une campagne qu'ils ont finalement perdue. Mais maintenant, ce sont eux qui se font passer pour des experts régionaux et qui donnent des conseils. Ce sont ces gens-là qui affirment que le peuple iranien veut être renversé, qu'il déteste le régime. Je veux dire, on a affaire à des ratés de la Delta Force, des types qui n'ont encore gagné aucune guerre, avec un grand L collé sur le front. Ils se sont probablement fait botter le derrière en Afghanistan hier, puis sont venus se le faire botter dans le sud de l'Irak. Ensuite, ils sont rentrés chez eux et ont commencé à réfléchir à leur importance dans le monde. Alors ils se sont mis à se vendre comme des experts régionaux, enfin, experts en la matière, c'est le terme qu'ils aiment employer. Et ils sont tout simplement ignorants. S'ils ont mis les pieds en Iran, c'est parce qu'ils y ont atterri une nuit pour insérer quelqu'un, extraire quelqu'un, poser un dispositif ou faire quelque chose de ce genre. Mais ils n'ont pas arpenté les rues de Téhéran en interagissant avec les Iraniens, en discutant avec eux. Ils ne sont jamais allés à Kashan. Ils ne sont allés dans aucun des endroits qui explosaient. Ils ne sont pas allés à Manab.
Ils n'ont certainement pas rencontré les familles des écoliers massacrés par les bombes. Ces gens ne savent rien de l'Iran. Et pourtant, ce sont eux qui disent « Non, tout ce qu'il faut faire, c'est tuer Ali Khamenei et le système s'effondrera ». Mais s'ils avaient parlé à de vrais experts, ils auraient su que tuer Ali Khamenei ne ferait que renforcer le système, que cela se retournerait contre eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons réussi à obtenir, enfin le président Trump, félicitations. Beau travail, mon gars, parce que tu as fait ce que tu voulais faire. Tu voulais que le peuple iranien se soulève et prenne les choses en main. Et ils l'ont fait. Ils se sont soulevés. Ils ont dit « Nous soutenons le gouvernement. Nous soutenons le martyr Ali Khamenei. Nous soutenons le nouveau guide suprême, le fils d'Ali Khamenei, Mujab, je crois qu'il s'appelle ainsi. Je pourrais mal le prononcer, mais c'est mon métier, alors désolé. » Mais le fait est que nous sommes complètement déconnectés de la réalité. Nous ne respectons rien. Nous traitons les Iraniens comme s'ils n'étaient qu'une bande de jockeys de chameaux, de têtes enturbanées, de sable, nens, ou de tout autre terme péjoratif que nous avons utilisé par le passé pour désigner les peuples du Moyen-Orient, au lieu de reconnaître l'un des peuples les plus cultivés, raffinés et dignes que le monde ait jamais connu, avec une histoire qui remonte à des milliers d'années. Et le peuple iranien, même si vous êtes un islamiste soutenant la République islamique, vous assumez cette histoire, vous respectez votre culture, et vous pensez que ces gens vont trahir l'héritage qu'ils possèdent. Cela n'arrivera tout simplement pas. Mais nous ignorons tout cela. Et maintenant, non seulement nous faisons exploser des choses, vous savez, nous faisons exploser l'histoire. J'ai entendu des histoires. J'espère simplement qu'elles ne sont pas vraies. Mais j'ai entendu parler d'explosions à Téhéran, détruisant certains des anciens sites Qajar. Encore une fois, je le prononce peut-être mal, ça se prononce peut-être autrement. Mais tu sais, c'est bien, ta prononciation est bonne. Oh, je suis en sécurité. Tu sais, il fut un temps où j'essayais de prononcer Bab al-Mandeb et je n'arrêtais pas de me tromper dans tous les sens, genre 20 fois. Quelqu'un a fait un mème super drôle me montrant en train d'essayer de le dire, le Bab al-Mandeb. Et finalement, je dis le Bab al-Mandeb et tout un groupe se met à applaudir. J'essaie, vraiment. Mais la dynastie Qajar, l'art, l'histoire, la culture qui s'y rattache. Quand je suis allé en Iran, j'étais accompagné d'un guide de la garde révolutionnaire, mais il m'a emmené dans ces lieux et il était émerveillé par leur beauté. Ils vénèrent véritablement leur histoire. Et je pense que nous avons tout détruit. Je pense que nous sommes en train de détruire des lieux à Ispahan, à Shiraz, à Kashan. Ce que nous faisons à l'Iran, c'est un génocide culturel. Mais nous nous en moquons, parce que nous ne comprenons absolument pas qui sont les Iraniens, ni n'avons la moindre appréciation de ce qu'ils représentent. Nous ne connaissons pas leur histoire. Et tout ce que nous faisons, c'est nous aligner sur une nation, Israël, qui est tout à fait capable de commettre un génocide contre une nation de 90 millions d'habitants, tout comme elle l'a fait contre une population de 3 millions à Gaza. Scott, quand il nous donne une chronologie de la guerre, il parle de 4 jours, puis de 4 semaines. Et en ce moment, je ne sais pas combien de temps cela prendra. Ça me rappelle, je ne sais pas si tu as vu la vidéo qui compare Rumsfeld à Pete Hegseth aujourd'hui. On dirait qu'il parle du même genre d'idées quand il s'agit de guerre. Il ne semble pas que Pete Hegseth, parce qu'il a dit qu'il était au Moyen-Orient, se souvienne vraiment de l'état d'esprit qui l'y a conduit à cette guerre. C'était simplement l'idée de l'époque Bush, autour du président Bush, qui pensait avoir réglé ça en peu de temps, qui ne s'est pas produit. Donc là, en train de comparer les deux, Rumsfeld et Pete Hegseth. Je ne peux pas vous dire l'usage de la force en Irak aujourd'hui
durerait 5 jours, 5 semaines ou 5 mois. Mais cela ne durera certainement pas plus longtemps que cela. Le président Trump a toute la latitude du monde pour parler du temps que cela peut ou non prendre. 4 semaines, 2 semaines, 6 semaines. Cela pourrait être avancé, cela pourrait être repoussé. Oui. Comment quelqu'un qui a fait la guerre en Irak, en Afghanistan, je ne sais pas exactement où, peut-il ne pas comprendre la réalité de ce qui se passe? Et il ne voit pas la menace d'une guerre longue. Je pense que c'est vraiment en train d'arriver. Ce sera une guerre longue. Ce ne sera pas court, tu vois. Mais il ne semble pas que l'administration Trump en ait pleinement conscience. Je parcours rapidement le CV de Hegseth. Ce n'est pas très impressionnant. Il s'est engagé, il a été nommé officier dans l'armée et il a effectué des missions en Afghanistan et en Irak. Quand je regarde, il a l'insigne d'infanterie de combat. Mais quand j'examine sa Bronze Star, c'est une étoile simple, ce qui signifie qu'elle n'a pas été décernée pour héroïsme. Donc, c'est un homme à qui, à l'époque, on distribuait des décorations à tout va pour quiconque était déployé. C'est un homme qui n'a pas connu de combat difficile. Il ne sait pas ce qu'est un combat difficile. Et c'est un homme qui n'a jamais accédé à un poste d'autorité significatif. Il n'a pas commandé de troupes au combat au niveau du bataillon ni à un niveau supérieur. Nous devons donc être prudents lorsque Pete Hegseth commence à dire « J'y étais, je l'ai fait ». Nous devons aussi juger Pete Hegseth sur ses propres paroles. Si tu te souviens, lorsqu'il s'est adressé à 800 généraux et amiraux américains à Quantico en octobre 2025, je crois que c'était l'année dernière, il a défini ce qu'il considérait comme l'incarnation de la norme militaire et a essentiellement dit qu'il s'agissait d'un capitaine O3 ou d'un sergent d'état-major E6 de 1993. Eh bien, devine quoi, Pete? Devine qui était capitaine en 1993? Moi. Je suis l'incarnation. Je suis ce que tu n'as jamais été et ne seras jamais. Je suis celui qui s'est réellement entraîné au plus fort de la guerre froide, à une époque où l'armée américaine était véritablement la meilleure armée du monde. Je suis quelqu'un qui a été formé dans le véritable esprit du service militaire, un esprit fondé sur la Constitution et reposant sur un professionnalisme absolu dans tout ce que nous faisons. C'était avant la politisation, avant le woke, avant la DOI, avant tout cela. C'était l'époque où les hommes étaient vraiment des hommes. Et les sergents-chefs avec qui je travaillais étaient pareils. Je suis tout ce que tu ne seras jamais, Pete. Je suis un professionnel. Toi, tu es un fichu amateur, un pur amateur. Et ce que tu es, c'est un amateur amer. Tu es quelqu'un qui voudrait être quelque chose que tu ne seras jamais. Et donc tu fais semblant de l'être, au lieu d'être le secrétaire à la défense. Pete Hegseth n'est qu'une blague ambulante et parlante d'être humain. Il n'est pas qualifié pour le poste qu'il occupe. Et encore une fois, il est temps d'être honnête. Nous devons commencer à dénoncer ces choses. Nous ne pouvons pas faire semblant que Pete Hegseth est qualifié pour faire ce qu'il fait, car tant que nous faisons semblant, il peut rester là et montrer ce genre d'hésitation. Mika, as-tu un plan de guerre ou pas, Pete? Question simple. Oui ou non? Un plan de guerre ou pas? Parce qu'on dirait que tu l'inventes chaque jour de la semaine. Vous vous réveillez demain et les choses ont changé. Et maintenant, vous donnez une conférence de presse où vous modifiez les paramètres. Si vous aviez eu l'intention d'envoyer des troupes au sol, il aurait fallu y penser il y a 9 mois. Et elles devraient être en train de se déployer en ce moment même, au lieu de simplement parler maintenant de cette possibilité. Et quel président ne sait pas ce qu'il fait? Vous savez, Cheney parlait déjà en 2002. Mais les gens oublient que Cheney était secrétaire à la défense pendant Desert Shield et Desert Storm. Il sait ce que cela signifie de déplacer des troupes. Nous oublions aussi
qu'avant que Dick Cheney ne devienne excessivement politisé en tant que secrétaire à la Défense, il avait freiné une avancée vers Bagdad à la fin de la guerre du Golfe. Après que nous ayons écrasé l'armée irakienne sur le champ de bataille, certains disaient qu'il fallait continuer et en finir, marcher sur Bagdad. Et Cheney a dit non. Il a dit, parce que si nous le détruisons, nous en sommes responsables. Si nous l'occupons, nous devons en assumer la responsabilité. Et nous ne sommes pas prêts à le faire. Nous n'avons pas de plan pour cela. Dick Cheney comprenait qu'il fallait un plan réfléchi, conseillé par des experts. Ensuite, il a tout oublié avant que nous n'allions en guerre en Irak et vous en voyez les résultats. Nous sommes allés en guerre en Irak avec un plan bancal. Nous n'avions pas de plan pour réussir et nous ne savions pas ce que nous faisions. Nous avons fini par occuper le pays avec un tsar. Comment s'appelait ce type déjà? Paul. Je ne me souviens plus de son nom. Mais le gars qui dirigeait le pays, vous savez, il a essentiellement démobilisé l'armée irakienne, lancé la débasification et éliminé la seule chose qui maintenait l'Irak uni. Et puis l'Irak sombre dans le chaos, la guerre sectaire anarchique et tout le reste. Nous sommes coincés au milieu, et la suite appartient à l'histoire. Nous l'avons détruit, nous avons été chassés. Je ne sais pas ce que Hegseth pense faire, parce que nous sommes partis en guerre avec un plan bancal, destiné à apaiser le projet du Grand Israël. Israël rit tout le long du chemin vers la banque. Il se moque des Américains. Il se moque du fait que nous nous ruinons nous-mêmes. Il ne se soucie de rien d'autre que de la réalisation de leur plan pour le Grand Israël. Et donc il rien pendant que nous nous épuisons ici. Nous nous épuisons. Et on peut le voir dans la panique dans l'esprit de Hegseth. Je veux dire, quand on éprouve de la joie à couler un navire qui était parti en Inde pour participer à un festival, un navire de commerce. Donc, il avait été exhibé sur les côtes et maintenant, il se trouvait au large du Sri Lanka. Pas un combattant actif, simplement en route vers son port d'attache ou vers une autre destination. Et nous envoyons un sous-marin. Nous ne sommes pas en état de guerre. Quelle autorité légale avions-nous pour couler ce navire? Le Congrès a autorisé cela? Nous avions, apparemment, selon le Congrès, l'autorité légale de prévenir l'attaque de missiles iraniens contre nous. Mais ce navire était là, et nous l'avons coulé, l'acte le plus lâche possible. Nous ne lui avons pas donné de chance. Le sous-marin ne s'est pas montré pour dire « rendez-vous » ou quelque chose du genre, envoyer un signal. Ce navire naviguait, pas en mode combat, et nous l'avons coulé. Et Pete Hegseth s'en vante comme si c'était une sorte d'exemple de suprématie martiale américaine, quelque chose dont nous devrions être fiers. Non, Pete. Nous avons honte de vous, et nous avons honte de cette action. C'est quelque chose que le commandant du navire n'aurait jamais dû faire. Ce commandant de sous-marin n'aurait jamais dû couler ce navire. Le navire ne représentait une menace pour personne. Et pourquoi l'avons-nous coulé? Parce que nous le pouvions. Et ne me dites pas que nous sommes en guerre, car le Congrès refuse de déclarer la guerre. Le Congrès a qualifié cela d'action défensive. Je veux dire, c'est ce que disait Mike Johnson. C'est défensif, donc ce n'est pas vraiment un conflit. Nous ne faisons même pas partie du combat. C'est purement défensif. Était-ce une action défensive d'envoyer un sous-marin au large du Sri Lanka pour couler un navire? Cela me semblait plutôt offensif. Et c'est ce que nous faisons avec tout. Je veux dire, c'est une campagne incompétente, fondée entièrement sur l'idée d'un effondrement du régime. Maintenant que cela a échoué, ils ne savent même plus pourquoi ils se battent. Ils se contentent de faire exploser des bâtiments. C'est tout ce qu'ils font. Faire exploser des bâtiments. Si tu crois qu'il y a quoi que ce soit d'important à l'intérieur de ces bâtiments bombardés, tu es plus bête que terre. Parce que tout ce qui avait de la valeur a été évacué depuis longtemps et caché dans l'un des centaines de sites de dissimulation que les Iraniens préparent depuis 2005. Tu sais,
Il suffit de revenir à l'histoire de Fordo. La caverne souterraine où ils ont installé cette capacité d'enrichissement n'a pas été construite pour Fordo. Elle a été construite pour cacher des choses. C'est l'un des nombreux sites de dissimulation de la région, conçu pour permettre de vider les usines de leur matériel de production de grande valeur, afin que, lorsque des nations comme les États-Unis viennent larguer des bombes sur les bâtiments, tout ce qu'elles détruisent, ce sont des blocs de béton et d'autres structures. Mais les choses de grande valeur ont été déplacées. Donc, tout est parti. Tout a été déplacé. Nous faisons simplement exploser des bâtiments vides. Nous tuons beaucoup de civils dans le processus, mais nous n'accomplissons pas grand-chose. Les Iraniens ont observé la manière dont les États-Unis mènent la guerre, et j'encouragerais quiconque à ne pas prendre pour argent comptant ce que dit le CENTCOM ou tout militaire américain aujourd'hui. Ne le faites pas. Les Iraniens sont des experts en matière d'Iraniens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils connaissent leur plan de jeu. Ils observent la manière dont les États-Unis combattent depuis la guerre du Golfe. Ils comprennent comment les États-Unis et Israël mènent diverses opérations. Les Iraniens sont très habiles à observer la manière dont les Israéliens opèrent, car l'Iran a été le principal soutien du Hezbollah, et des conseillers iraniens ont travaillé main dans la main avec le Hezbollah. Ils connaissent donc parfaitement la façon dont Israël mène ses opérations terrestres, aériennes, tout le dispositif. Alors, en préparant cette campagne, pensez-vous une seconde que les Iraniens aient pu se dire « Comment amener les Américains et les Israéliens à dépenser l'essentiel de leurs ressources à poursuivre des fantômes ?» Ou bien se sont-ils dit « Nous allons simplement y aller et faire cela en nous plaçant entièrement à la merci des Américains ?» pendant que les Israéliens survolent la zone à la recherche du moindre indice et se précipitent dessus. Nous allons tout sacrifier juste pour pouvoir tirer quelques missiles. Ils nous font courir après des fantômes. Tu sais, quand je lis les Israéliens, ils disent « on les a réduits à 12 lanceurs ». Et moi, je me dis vraiment « Waouh, vous êtes sacrément bons. 12 lanceurs. » Attendez, pause. Simple marine ici, pas très doué en maths, mais les Iraniens n'ont-ils pas lancé plus de 12 missiles sur Israël l'autre jour? S'ils n'ont que 12 lanceurs, et qu'en même temps, ils ont tiré des missiles contre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Koweït. Comment ça marche, Israël? Je veux dire, vous êtes les gens les plus intelligents de la planète. Vous êtes le peuple choisi de Dieu, après tout. Alors, peut-être que vous avez des mathématiques magiques, inspirées par Dieu, mais ils ne savent tout simplement pas de quoi ils parlent. Je rappelle aux gens que lorsque la guerre du Golfe a commencé, nous avions attribué à l'Irak 19 lanceurs mobiles. Environ une semaine et demie après le début du conflit, nous en avions détruit 64. Alors, on peut se demander, comment cela est-il possible? Comment passe-t-on de 19 à 64? Et dans le même temps, les Irakiens lançaient un grand nombre de missiles sur Israël et l'Arabie saoudite. Cela signifiait donc que nous frappions des cibles qui n'étaient pas réellement des lanceurs. Et c'était bien là le problème. Nous faisions tout exploser parce que nous étions tellement déterminés à obtenir des résultats. Il y avait une énorme pression politique. Et je peux vous dire qu'en ce moment même, nous faisons encore exploser des choses. Nous touchons peut-être un lanceur de temps en temps, mais nous consacrons d'importantes ressources à cet effort. Mais si vous pensez une seconde que les Iraniens n'ont pas réfléchi à tout cela, qu'il n'y a pas de leurre, demandez-vous comment vous pourriez être amené à envoyer votre patrouille aérienne de combat sur quelque chose. Il y a des indices visuels. Les Iraniens auront des repères fixes. Ils sortiront, installeront un lanceur et le mettront en position. Maintenant, si j'étais un analyste militaire et que je regardais l'image avec un horodatage indiquant que la photo a été prise il y a 45 minutes, je dirais inutile de frapper,
car les Iraniens auront terminé 5 à 7 minutes après le lancement. Ils auront bougé. Donc, à moins que nous puissions déployer un moyen sur la cible dans les 5 à 7 minutes suivant la détection, cela ne vaut même pas la peine d'essayer. Mais non, nous les envoyons là-bas. Nous faisons tout exploser, nous montrons l'image et nous disons « en voilà un ». Non, tu ne l'as pas fait. Tu as obtenu quelque chose que les Iraniens voulaient que tu obtiennes. Ils l'ont mis là pour que les ressources dont tu disposais soient physiquement immobilisées. Maintenant, trace le calendrier des autres lancements et leurs emplacements. Tu vas voir que les Iraniens créent ici un élan pour détourner les ressources, afin de créer une fenêtre de vulnérabilité là-bas, parce que maintenant, nous n'avons plus les ressources pour frapper. Et les missiles sont lancés. Une erreur a-t-elle été commise? Que se passe-t-il s'ils sortent un lance-missile, le relèvent, et qu'il y a une fuite qui bloque le missile en position verticale? Eh bien, ce missile est fichu. Il va rester là. Les gars vont essayer de le redescendre, et nous allons arriver et le faire exploser. Nous allons projeter ce film et dire « on en a eu un ». Oui, on en a eu un là. Félicitations. Mais nous ne l'avons pas eu parce que nous sommes plus intelligents que les Iraniens. Nous l'avons eu parce qu'une erreur s'est produite. Vous savez, c'est simplement comme ça. Il y a aussi, je suppose que le mot que je vais utiliser est des indices SIGINT, des indices de communication. Donc les Iraniens vont s'asseoir là et saturer les ondes de communication parce qu'ils sont experts en la matière. Et ils vont laisser échapper des signaux disant des choses comme « envoyez le convoi X ». Ils utiliseront des mots de code. « Envoyez le convoi X par ici », générer du trafic de mouvement. Et ils auront des gens là-bas en mouvement, et nous irons sur place, nous suivrons la trace, et ils nous attirent loin de l'endroit d'où ils lancent leurs opérations. Finalement, nous comprendrons le stratagème, et nous cesserons de réagir. Mais les Iraniens ont un plan. Ils y réfléchissent depuis un certain temps, 20 ans pour être précis. Et nous n'avons pas de plan. Notre plan, c'était de commencer à bombarder, de tuer Khamenei, et qu'en 4 jours, les gens descendent dans la rue en disant « Président Trump, nous avons fait ce que nous pouvions, à vous de jouer ». Eh bien, le peuple s'est exprimé. Il soutient le martyr, l'ayatollah Khamenei. Il soutient le nouveau guide suprême. Ils soutiennent le gouvernement iranien. Donc maintenant, nous n'avons pas de plan, et les conséquences de cette absence de plan se manifestent alors que nous manquons de missiles, de bombes et de cibles. C'est là le véritable danger, car à mesure que nous manquons de cibles, nous allons commencer à en chercher de nouvelles, sans avoir la moindre idée de ce que nous visons. Alors nous allons commencer à tout faire exploser. C'est ainsi que nous finissons par frapper des hôpitaux, des écoles, des abris anti-bombes. Et c'est simplement la réalité de la guerre. Cela va devenir horrible, et les Israéliens s'en moquent. Les Israéliens diront, plutôt que, vous savez, que l'Amérique fasse simplement une erreur. Avec les Israéliens, ils vont essentiellement appliquer la doctrine de Dahiya, vous savez, le quartier sud de Beyrouth. Raser. Envoyer un message. Raser. Et en ce moment, ils avancent quartier par quartier par quartier à Téhéran et le rasent, le bombardent. Ils vont raser tout Téhéran. Quand ce sera terminé, Téhéran ressemblera à Gaza. Mais à quoi vous attendiez-vous? Vous partez en guerre contre une nation génocidaire. Je veux dire, Israël est une nation malade, génocidaire, et ils ne savent qu'une chose, commettre un génocide. Et c'est exactement ce qu'ils font en ce moment avec la nation iranienne. Scott, l'un des radars touchés hier était ce système d'alerte précoce, d'une valeur d'environ 1,1 milliard de dollars, situé au Qatar, un radar d'alerte précoce contre les missiles balistiques. Utilise-t-il ce radar en combinaison avec les systèmes de défense en Israël? Et comment cela va-t-il influencer l'ensemble du concept, puisqu'ils doivent envoyer des signaux au système de défense aérienne?
Est-ce bien le cas? Et quelle est l'importance de cela pour le concept global de défense d'Israël? D'après ce que je comprends, cette position radar, là où elle se trouvait, était destinée à fournir une alerte précoce, une détection anticipée des lancements de missiles balistiques iraniens. Ainsi, on obtient les signaux, boum. Et maintenant, comme il est impossible de faire fonctionner un système 24 heures sur 24, il faut parfois le mettre en veille. Lorsqu'un indicateur de lancement apparaît, on envoie le signal. On obtient la vitesse, l'azimut, et on peut prédire la direction, et même, dans certains cas, le point d'impact à partir de ces seules données. Ensuite, on transmet ces informations et on commence à activer d'autres capacités de détection. Radar en marche, observation, balayage, recoupement, mise en alerte et préparation des défenses, afin de créer une approche en couche pour se protéger contre cette attaque. Si l'on supprime cela, on perd cette alerte précoce. Alors maintenant, les Iraniens prennent l'avantage, car lorsqu'ils tirent, il faudra attendre que ce soit détecté par les systèmes satellitaires. On risque de ne pas obtenir le même résultat prédictif. Il va donc falloir effectuer encore plus de balayage. Et en balayant davantage, on gaspille d'abord des ressources, mais on divulgue aussi des informations. Parce que, encore une fois, je ne sais pas comment les Iraniens procèdent. Mais si c'était moi, j'utiliserais des drones équipés pour recueillir du renseignement d'origine électromagnétique. Au moment où je lance mes missiles, mes drones seraient là, en train de balayer à la recherche d'une activation radar. Nous analyserions les signaux, la puissance du signal, la durée de fonctionnement, la direction vers laquelle les radars sont orientés, puis nous surveillerions le fonctionnement des intercepteurs de missiles. À quel moment engage-t-on le THAAD? À quel moment engage-t-on David Sling, Arrow? Toutes ces données sont intégrées. Et disons qu'ils y parviennent. Disons que ce missile est lancé, et boum. Maintenant, les Iraniens vont se dire, d'accord, où était la vulnérabilité? Comment cela s'est-il produit? Comment empêcher que cela ne se reproduise la prochaine fois? Que devons-nous faire pour empêcher ces systèmes de fonctionner, ou du moins de fonctionner à pleine capacité? Et ils feront cet ajustement. Saturer le système, créer des distractions. Le missile suivant arrive et frappe la cible au sol. C'est cela, la guerre des missiles, et les Iraniens en sont des maîtres. En aveuglant la coalition, en détruisant ce radar, cela renforce considérablement la capacité de l'Iran à s'assurer que ses missiles atteignent les cibles qu'ils visent. Oui, Scott, avant de conclure, beaucoup de gens se demandent quel rôle joue l'Inde dans tout ce calcul. Était-ce un événement important de voir Modi se rendre en Israël et montrer à quel point il est proche de Netanyahou et d'Israël? Ou bien n'est-il qu'un dirigeant politique agissant selon ce qu'il estime être le mieux pour l'Inde à ce moment-là? Comment vois-tu cela? Parce que l'Inde fait partie des BRICS, et nous savons à quel point elle est importante. Donc, quand tu vois Modi faire cela, est-ce significatif pour la conception plus large de la région et des BRICS? Eh bien, c'est très significatif. Comprenez que quand était-ce, en septembre 2023, il y a eu la réunion du G20, je crois, à New Delhi, en Inde. Joe Biden était président à ce moment-là, et il est apparu aux côtés de Modi pour annoncer le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe. En gros, l'idée était que les marchandises fabriquées en Inde puissent être placées dans un conteneur, envoyées aux Émirats arabes unis, déchargées, puis chargées sur un train traversant les Émirats, l'Arabie saoudite et la Jordanie, avant d'entrer en Israël jusqu'au port de Haïfa, d'où elles seraient rechargées sur un autre navire porte-conteneurs, transportées à travers la Méditerranée, déchargées en Grèce dans un port là-bas, puis acheminées vers l'Europe. Voilà donc ce corridor. Le point essentiel ici, c'est que ces États collaborent avec Israël.
Israël fait partie intégrante de l'équation globale, et l'Inde en a été l'un des principaux défenseurs. L'ironie, que personne n'a vraiment remarqué à l'époque, c'est que le port de Haïfa et celui de Grèce ont été construits avec des fonds chinois issus de l'initiative des nouvelles routes de la soie. Et la plupart des lignes ferroviaires censées être utilisées ont également été financées par la Chine. Ainsi, le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe était censé être un concurrent de l'initiative chinoise, mais il se superposait en réalité à celle-ci. Cela montre encore une fois la stupidité de certaines personnes. Mais l'Inde a toujours été un promoteur du Grand Israël, donc cela ne me surprend pas que Modi se soit rendu en Israël. Et le moment choisi aussi, je pense que Modi avait compris ce qui allait se passer. Et il était là pour poser le marqueur de l'Inde sur la table. Vous savez, lorsque le détroit d'Ormuz est fermé, l'Inde va en payer un prix très lourd. Une part importante de son énergie transite par le détroit d'Ormuz. Je pense donc qu'il s'agissait d'une déclaration politique de Modi au sujet de l'Inde, sur le camp auquel il appartient, et qu'il plaide pour que le détroit reste ouvert et pour des choses de cette nature. Nous verrons bien. Mais non, l'Inde n'est pas un membre très fiable des BRICS. Elle entretient certaines relations bilatérales avec la Russie, une relation tendue avec la Chine. Mais plus que tout, l'Inde s'est révélée être un véritable instrument des États-Unis et par extension, un instrument du Grand Israël. Oui, merci beaucoup, Scott, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Eh bien, merci. Tu ne me remercieras peut-être pas quand YouTube fermera ta chaîne, mais au moins, nous serons partis en nous battant, en disant la vérité. Merci. Bonne journée. Bonne journée.